Bonsoir à tous et bienvenue dans votre rendez-vous hebdomadaire de l'actualité saint-martinoise. Voici les principaux titres de cette semaine. Nous sommes entrés en basse saison touristique. Établissements fermés, plages désertées. Oui, mais certains trouvent des parades pour trouver une clientèle ailleurs. La Maison des femmes a été inaugurée cette semaine, un lieu dans lequel les femmes victimes de violences pourront trouver du réconfort et de l'aide. Les affaires maritimes et la gendarmerie organisaient cette semaine une opération conjointe de sensibilisation et de contrôle des activités nautiques sur l'île. Et en fin de journal, un moment de sérénité, je vous emmène découvrir l'apnée. Et pour débuter ce JT, l'image du jour. Air Antilles a enfin décollé. Premier vol d'essai hier après-midi au-dessus de la Guadeloupe. Ce matin, l'ATR s'est dirigée vers Saint-Martin avec 2 passages au ras de la piste sans atterrir avant de continuer vers le nord des Caraïbes. Après 9 mois sans voler, c'est la première fois que l'avion parcourait une si longue distance. Seul hic au tableau, même si l'avion de la compagnie vole, le démarrage des rotations entre Grand-Case, Pointe-à-Pitre et Fort-de-France n'aura pas lieu le 15 juillet comme c'était prévu, mais le 22 juillet. En cause, le rendez-vous pour la certification des pilotes a été repoussé de 10 jours. La basse saison a débuté et ça se voit. Les touristes se font plus rares, alors pour ceux qui travaillent en majorité avec le tourisme, il faut trouver des parades pour ne pas subir cette baisse d'activité. Transat empilé, volets fermés. Sur la plage de la baie orientale, certains restaurants ont déjà porte close. Même si les choix se réduisent, pour Alexandra et sa famille, c'est le moment idéal pour venir en vacances. We normally go to the Caribbean this time of year when me and my brother are out of school. So it's just a family vacation that we do every year. It's nice that it's not crowded or anything and you can just kind of sit by the beach and relax. Sur une île dont la principale activité est le tourisme, la basse saison est synonyme d'une faible activité. Depuis 2020, l'Office de tourisme a lancé son dispositif Staycation. Objectif : proposer aux résidents de passer des vacances chez eux grâce à des réductions. 52 établissements y participent cette année, dont cet hôtel, qui accueille habituellement des touristes d'Amérique ou d'Europe. Depuis longtemps, on propose des tarifs résidents aux locaux et cette année, on a décidé de le faire un petit peu plus officiellement en participant au Staycation avec l'Office du tourisme. Alors pour nous, effectivement, c'est de avoir une meilleure occupation de l'hôtel pendant une période qui est un petit peu plus calme de l'année. À Grand-Case, Jérôme gère un watersport depuis 10 ans. Sa principale cible, les touristes. Alors Staycation, un concept auquel il n'a jamais eu besoin de faire appel. Normalement, à l'hôtel et dans le Grand-Case, la basse saison, pour nous, elle démarre, on va dire, début août, ou plus tard le 15 août, selon les années. Les locaux, on va les avoir comme clients pour des locations de chaises sur le week-end, des fois un petit peu pendant les vacances. Mais après, tout ce qui est activité, bateau, snorkeling, plongée, jet ski, tout ça, c'est quand même plutôt les tourismes. Donc ce qu'on peut faire, c'est faire des remises sur certains produits. En août, les entreprises seront nombreuses à fermer leurs portes, la basse saison, mais aussi la saison cyclonique, 2 facteurs qui viennent ralentir l'économie de l'île. Ils étaient nombreux à avoir répondu présent à l'invitation de l'association France Victimes pour l'inauguration de la Maison des femmes. Officiels des institutions, associations partenaires, milieux juridiques, tous avaient fait le déplacement. Première Maison des femmes aux Antilles et 22e au national. Elle répondra à des besoins divers des femmes victimes de violences ainsi que de leurs enfants, que ce soit au niveau juridique mais aussi médical et bien-être. On écoute tout de suite Olivier Fatou, directeur de France Victimes 978. Pour faire la genèse, un peu l'historique de l'idée qui a mûri en nous, c'est qu'on a vu donc Rada Hatem, la gynécologue qui a créé la première maison des femmes en 2016 à Saint-Denis, en région parisienne. On l'a rencontrée, elle a eu un discours très inspirant et on a voulu, à l'image de la première maison des femmes qui avait été créée en métropole, en créer une à Saint-Martin, puisque nous, dans le cadre de notre travail au quotidien, on ne pouvait que constater malheureusement le nombre de femmes victimes. La prochaine étape va être de l'ouvrir officiellement, donc la première semaine de septembre, donc à la rentrée, avec tous nos partenaires qui vont pouvoir venir y travailler, donc du champ médical, du champ psychologique, juridique et également social.
Et à la fin de notre JT, dans l'entretien de la semaine, je reçois Cybèle Aydin, directrice adjointe de France Victimes 978 et coordinatrice de la Maison des Femmes. Nous reviendrons avec elle sur ce lieu, mais aussi sur ce qui a poussé l'association à le créer. Et si certains chantiers sont inaugurés, d'autres sont encore en cours, et notamment le chantier de la cité administrative et judiciaire. La préfecture avait invité la presse cette semaine pour un point d'étape. Le site fera 8000 m² et accueillera 11 services de l'État et 250 fonctionnaires. Le chantier sera livré d'ici fin 2025 et aménagé courant 2026. Il est l'un des piliers de la préfecture de plein exercice qui permettra d'accroître l'autonomie et l'indépendance de Saint-Martin. On écoute le préfet délégué Vincent Berton. Donc là, nous sommes sur le site de la future cité administrative et judiciaire de Saint-Martin, qui va être livré fin 2025, qui est le plus gros chantier actuellement de travaux publics sur l'île de Saint-Martin et qui va rassembler l'ensemble des services administratifs, donc la préfecture, la police aux frontières, différents services administratifs et les services de la justice, le tribunal judiciaire à Saint-Martin, qui donc sera sur le même site. Donc c'est une première en France, c'est la première fois que l'on crée une cité administrative et judiciaire, donc nous mutualisons nos moyens, nous mutualisons ce chantier et qui sera donc livré fin 2025. Et bien adapté à Saint-Martin où on a forcément des moyens limités et donc on a besoin de travailler ensemble, où l'État doit faire front commun et être dans l'unicité. C'est vraiment le cas avec ce projet qui s'inscrit en outre dans le cadre de la création de la préfecture de plein exercice, puisque comme vous le savez, le gouvernement a décidé que Saint-Martin devienne préfecture de plein exercice, ne sera plus dépendant de la Guadeloupe et donc cette construction de la cité administrative s'inscrit aussi complètement dans cette volonté de réaffirmer et de réarmer l'État localement, aussi bien sur le plan judiciaire qu'administratif. Autre grand chantier actuellement en cours, celui de l'abattoir. Depuis le mois de mars, l'établissement a fermé ses portes pour 14 mois de travaux pour un coût de 1,7 million d'euros financé en partie par les fonds FEDER. Ce mercredi, un point d'étape a été organisé pour présenter l'avancée du chantier. En décembre, un premier abattage sera réalisé pour obtenir une demande d'agrément. L'abattoir devrait rouvrir officiellement en avril 2025. En attendant, des aides de la collectivité pour le maintien du cheptel ont été actées le 13 juin dernier. On écoute Valérie Fonrose. Les entreprises ont déjà commencé à couler la dalle qui va servir à la surface de transformation. L'électricité a déjà été revue, ils ont démoli ce qu'il fallait démolir. Et effectivement, on a pris un petit peu de retard, mais ils reprennent leur rythme comme il faut et on est très contents. Je pense que la toiture qui doit être sur le local de la transformation va être mise d'ici la fin juillet. Donc petit à petit, ça se met en route, mais c'est très long parce qu'il y a beaucoup à faire. Mais voilà, on est dans les temps. Donc il y a une aide effectivement qui est mise en place par la collectivité pour maintenir le cheptel sur pied, donné aux agriculteurs pour pouvoir justement pendant cette période de fermeture d'arriver à maintenir le cheptel sur pied et à l'ouverture de l'abattoir pouvoir venir avec leurs bêtes. Cette semaine, la brigade nautique de la gendarmerie et les affaires maritimes ont organisé une mission conjointe. Objectif, sensibiliser mais surtout contrôler les pratiquants de loisirs nautiques. Nous étions avec eux, reportage. 8h, mardi matin. 3 gendarmes et 3 agents des affaires maritimes partent pour la matinée sur la mer. La priorité va être le contrôle de l'armement de sécurité des embarcations. Le deuxième plan sera sur la sécurité aux abords de la zone des 300 mètres, concernant la vitesse principalement. Et le troisième plan sera sur le plan administratif, sur les documents de bord, sur les titres de circulation, qu'ils soient donc professionnels ou de plaisance. Premier passage dans la nouvelle zone de mouillage de Marigot. Ici, il vérifie que la circulation des bateaux ne dépasse pas les 5 nœuds. Puis direction Friars Bay. On va contrôler, on a 3 bateaux là, je ne sais pas s'ils sont en pêche. Il y a 2 bateaux qui sont en statique, le bateau bleu, on va le voir en premier. Il croise un pêcheur sans immatriculation et qui refuse la présence de notre caméra.
Et la personne avec sa barque bleue n'avait pas d'immatriculation visible de loin et il s'avère qu'elle est sans immatriculation. Voilà, donc c'est un délit maritime. On va le convoquer à la brigade nautique au plus tôt. Là. Il nous propose demain matin pour nous donner ses documents puisqu'il n'a pas les documents à bord. Donc ça aussi c'est répréhensible, c'est une non-présentation. Puis les voilà partis pour Grand Case. C'est la basse saison, mais des charters bateaux sont présents. Hello! Bonjour! La société est immatriculée du côté hollandais. Les passagers sont étrangers. Si sur Terre on peut passer d'un côté à l'autre de l'île sans problème, en mer, la loi est différente. Au Rocher Créole, un deuxième professionnel est contrôlé. Le matériel de sécurité est vérifié. Vient ensuite les papiers. Lui non plus n'a pas de clairance. Une demande à laquelle il ne s'attendait pas. L'histoire de la clairance, donc à savoir que quand on est une société d'un côté de l'île, on doit se déclarer quand on navigue de l'autre côté. J'étais pas au courant. Je savais en l'occurrence pour Anguilla par exemple, entre Saint-Martin et Anguilla, mais d'un côté à l'autre, non, j'étais pas au courant. Donc voilà, on va faire avec. La patrouille continue sur Tintamarre, puis la baie orientale et enfin Pinel. Peu de monde sur l'eau aujourd'hui, mais un objectif clair, rappeler les règles de sécurité. C'est une campagne qui a pour but de sensibiliser la population et aussi de marquer un peu les esprits. Et c'est pourquoi aujourd'hui avec la brigade nautique, pour montrer vraiment la différence par rapport aux autres jours et marquer aussi la saison des vacances de manière à ce que les utilisateurs du milieu nautique puissent quand même faire attention à leur sécurité en mer. Première mission conjointe de l'année entre les deux services. Et si les agents des affaires maritimes sont retournés en Guadeloupe, le travail continue pour la brigade nautique de la gendarmerie. Ils patrouillent et contrôlent chaque semaine dans nos eaux. C'est une cérémonie militaire qui a eu lieu la semaine dernière à la gendarmerie. De nombreux officiels, dont le préfet et le président de la collectivité, étaient présents. L'occasion de mettre à l'honneur plusieurs gendarmes, dont le capitaine Thierry Van Suppeyn, qui part à la retraite après 33 ans de service. Ce dernier a reçu la médaille de l'Ordre national du mérite. S'en est suivi de nombreux discours en l'honneur du commandant de la gendarmerie de Saint-Barthélemy et de Saint-Martin, Maxime Windsor-Viking. Après 3 ans sur notre territoire, il quitte l'île pour la direction générale de la gendarmerie nationale à Issy-les-Moulineaux. Le colonel Hugues Loyer prend la suite le 1er août. On écoute quelques mots du commandant de la gendarmerie. Je souhaite simplement que les gendarmes continuent à être proches de la population, comme je me suis attaché à le faire, et vraiment de travailler dans l'intérêt des deux territoires qui ont deux spécificités particulières. Et moi, c'est, je dirais, un petit peu ma marque de fabrique, d'être au plus proche de la population et au quotidien. Ce que je retiendrai, c'est avant tout une communauté de gens qui sont adorables, parfois âpres pour les gendarmes, mais quand on regarde dans sa globalité, moi je perçois de la bonté et je pense que justement il faut aller rechercher cette bonté et la faire rejaillir sur le deux territoires. Je suis peut-être un petit peu idéaliste, mais j'y crois et en tout cas les gendarmes vont participer avec tous les autres services de l'État et des collectivités à promouvoir cette Friendly Island et faire qu'elle porte effectivement parfaitement son nom. Le week-end dernier ont eu lieu les élections législatives. À Saint-Martin, Franz Gums était opposé à la candidate de Saint-Barthélemy, Alexandra Kettel. Le député sortant a été réélu avec 56% des voix. Dès lundi, il a pris l'avion pour retrouver les bancs de l'Assemblée nationale. Avant son départ, nous avons pu le rencontrer. J'exprime une certaine satisfaction puisque j'ai gagné les élections. C'est normal que j'en sois satisfait. Maintenant, il faut reconnaître tout de même que mon adversaire à Saint-Barth a fait un score remarquable, qu'il faut respecter cela également. L'Assemblée nationale, précédant la dissolution, personne ne disposait déjà pas d'une majorité absolue. Il se trouve que
ceux qu'on appelait auparavant la majorité présidentielle seront en nombre plus réduit qu'auparavant. Le Rassemblement national sera nettement renforcé. Du côté de la gauche, effectivement, ils sont aussi renforcés. Donc ce sera assez compliqué de former le gouvernement, à mon avis. Mais ce qui se passait avant la dissolution risque de se passer encore, c'est-à-dire que les textes seront adoptés selon leur nature avec des compromis, pas des compromissions, ou des ententes transpartisanes qui se feront à l'occasion d'un texte ou de l'autre. Je souhaite continuer ce que j'avais déjà commencé, c'est-à-dire m'occuper des problèmes des mutations des enseignants, m'occuper de la qualité des services publics rendus aux habitants de nos territoires, m'occuper d'écologie, de résilience face au changement climatique, tous des sujets qu'on avait déjà commencé, le système judiciaire qui doit également mieux fonctionner sur nos territoires, tous des sujets qu'on avait déjà commencé et que nous nous efforcerons de poursuivre. Après 43 jours de grève lundi, un protocole d'accord a été signé par les 3 syndicats et la collectivité. Les services ont pu redémarrer normalement cette semaine. Et si le protocole de fin de conflit a été signé, les 3 syndicats vont continuer à travailler sur les différents points avec la collectivité. On écoute Hubert Fleming. Alors très satisfait en fait d'avoir pu signer effectivement ce protocole qui met fin donc à la grève en elle-même, mais qui ne met pas fin au début des travaux dans lesquels nous allons nous lancer, puisqu'effectivement on a signé sur ce protocole un certain nombre de calendriers et de choses pour qu'on puisse rentrer justement dans les dossiers. Et là on va pouvoir reprendre tous les dossiers un à un et pouvoir faire ce qui va avec. Et ensuite au niveau de l'organisation du service, puisqu'on a fait un peu de découpage en fait au niveau de la plateforme de revendication. Une grosse partie était pour tout ce qui concerne l'agent lui-même et donc l'autre partie c'est sur l'organisation des services avec les organigrammes, les positionnements de tout un chacun, les évolutions, etc. par rapport à ça. Donc toutes ces parties-là sont aujourd'hui sur la table et on a des comités où on va pouvoir travailler étroitement et retourner dedans. Si on n'est pas tout à fait d'accord, on peut effectivement rediscuter de choses différemment. Mais pour l'instant, tout semble des deux côtés parti pour qu'on puisse avoir des séances de travail constructives et pouvoir avancer et faire ce qu'il y a à faire. En début de semaine, la France affrontait l'Espagne en demi-finale de l'Euro 2024. Un match attendu et très suivi sur l'île. Tous espéraient voir la France en finale. Nous nous sommes rendus dans l'une des fan zones de Grand Case pour suivre le match avec les supporters. Reportage. Les supporters étaient nombreux à Grand Case pour cette demi-finale très attendue de l'Euro 2024. Une rencontre qui ne s'appréhendait pas de la même manière des deux côtés. Les Français, méfiants et conscients du défi à relever, font face à des Espagnols plus sereins et confiants en leur capacité. C'est vrai que ça a été compliqué pendant les phases de poule. 0 but manqué, à part les buts contre les cons. Franchement, je pense qu'on peut gagner. Franchement, je suis confident à 200 voire même 300%. En avant l'Espagne. Pronostic 1-0 pour la France, 2-1. Mais bon, on verra bien, c'est une demi-finale, tout se joue. J'aimerais bien un petit 2-1 pour la France. Dès le début du match, les Bleus prennent l'initiative. À la 8e minute, Colomboigny ouvre le score, mettant la France en tête. À la 21e minute, tout bascule. L'Espagne égalise rapidement et enchaîne avec un second but coup sur coup. Les Espagnols prennent l'avantage, score à la mi-temps, 2-1 pour l'Espagne. Des petites erreurs de pressing à aller chercher plus haut pour éviter du coup de se prendre direct des contre-attaques et se retrouver à faire que défendre. La deuxième mi-temps ne permet pas aux Bleus de réaliser l'exploit. Score final, 2-1 pour l'Espagne. Les Bleus ont vu rouge cet après-midi. Je sais pas, il y a des jours avec et des jours sans. Des jours sans. Mais allez les Bleus, allez la France, je les adore, je les aime. Bien joué l'Espagne, très bien joué, très bien. L'Espagne s'en va en finale de l'Euro 2024. Elle affrontera l'Angleterre le 14 juillet. Une date symbolique et un rendez-vous à ne pas manquer. Le 28 juillet prochain est organisée la seconde édition de l'Open d'apnée à la Samana Haute-Herbasse. 3 disciplines seront proposées aux concurrents. Voici un aperçu de cette pratique qui en a déjà séduit plus d'un. 16h,
Florian et 2 de ses élèves se sont donné rendez-vous pour une fin d'après-midi, pas comme les autres. Alors là, on va à l'extrémité du port, sur la jetée. Donc une jetée qui est aménagée dans le sens où on a mesuré tous les 25 mètres, on a mis des marques. On va mettre des flotteurs au fond de l'eau pour savoir jusqu'où, quelle distance on va parcourir sous l'eau. Donc là, on va faire de l'apnée dynamique, qui est en fait une discipline de l'apnée où on va nager à l'horizontale et où on va essayer de parcourir la plus longue distance possible. Donc là, aujourd'hui, on a de la chance, il y a un peu de vent, mais l'eau est claire, donc il n'y a pas eu de houle et le sable n'a pas été levé, parce que la problématique ici principale, c'est la sécurité. Et pour pouvoir faire une session d'apnée, il faut qu'on puisse voir notre partenaire, donc notre apnéiste. Le groupe se prépare et s'équipe. Cet après-midi, il plonge sous les consignes de Florian. L'exercice du jour, donc on va faire 3 apnées, où on va perler progressivement donc notre air pour descendre au fond. On va ensuite faire ce qu'on appelle un stop and go, donc on va faire une apnée statique, d'accord ? Puis on va partir pour notre distance. L'idée, c'est de conserver la même distance, mais d'augmenter le temps d'apnée. Alors essentiellement pour toi, Baptiste, Florence, toi, tu vas te concentrer sur tes départs et sur les longueurs. Ok ? Ok. Allez, c'est parti. Passionné d'apnée, il a fondé son association sur l'île il y a 2 ans. Il propose à ses adhérents des entraînements gratuits, que ce soit en piscine ou en mer. Cet après-midi, le groupe va s'adonner à l'apnée horizontale, chacun s'exerçant selon son niveau. Baptiste, adepte de la pêche sous-marine, utilise l'apnée pour perfectionner ses techniques et renforcer sa sécurité. Moi, en fait, j'ai toujours adoré les fonds marins. Donc déjà, le contact avec l'eau, tout ça, c'est vraiment ce qui m'interpelle au début pour commencer l'apnée. Après, c'est vrai qu'on a un espèce d'état de relaxation quand on pratique. Et ça évite le stress du quotidien. C'est une vraie pratique intéressante et épanouissante à faire. On se retrouve vraiment détendu à chaque fin de séance. La séance va durer un peu plus de 2 heures. Un instant de détente, une parenthèse apaisante où le tumulte de la vie quotidienne semble s'effacer. Une invitation à la sérénité et à la découverte de soi, dans le silence des profondeurs. Votre journal touche à sa fin. Merci de nous avoir suivis. Vous pouvez retrouver cette édition dès demain sur notre site yotv.fr. Restez avec nous car tout de suite, c'est l'entretien de la semaine. Aujourd'hui, je reçois Cybèle Aydin. Elle est directrice adjointe de France Victimes 978 et coordinatrice de la Maison des Femmes. Nous allons revenir avec elle sur ce lieu et sa nécessité. Merci encore pour votre fidélité. Je vous donne rendez-vous la semaine prochaine sur YoTV. Passez un bon week-end.